Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième session de Nightcall, version narrative, bruitée entièrement à la main. Alors, nous étions donc à la nuit numéro 2 sur cette enquête forcée. Et on y va. Vous ouvrez un œil. Vous essayez d'ouvrir un œil. Les paupières sont lourdes, très lourdes. Des cris à l'étage du dessous attirent votre attention. Une porte qui claque, classique. Vous vous levez en vitesse. Et quelques minutes plus tard, vous sortez de votre appartement. Alors, nous avons des lieux à explorer. Suite au dossier qu'on a récupéré la veille. Nous avons ceci. Et c'est à peu près tout. Donc il va falloir commencer à penser à gagner des sous pour survivre jusqu'à la fin. Et nous avons désormais la possibilité d'écouter la radio, mais ça coûte du temps, pour essayer de glaner des informations, si possible, mais c'est pas garanti. Alors, on va commencer par bosser, et on va essayer de remonter vers le nord. On est parti. François de la Néré. Distance 5 km, 18 €. Vous reconnaissez sans peine le client qui monte dans votre taxi. Vous ne regardez jamais la télévision, écoutez très peu la radio, ne lisez pas les journaux, et pourtant, le visage de François de la Néré vous est familier. Polémiste, romancier, chroniqueur, politicien aussi, il vous semble. D'un air distrait, le client vous donne son adresse. Vous démarrez. Pas trop embêté par toutes ces manifestations en ce moment? La question vous passe au-dessus de la tête. Vous aviez oublié que la journée, des gens manifestent. Je travaille de nuit. Ah, il ne sait comment répondre. Laisse passer un instant avant de pousser un petit cri. Ah, voyez! Ils ne risquent pas de venir manifester à 3 heures du matin, hein? Ça ne m'étonne pas de leur part, en vrai. Ils veulent changer les choses, changer le monde, mais le font quand c'est pratique. Pas pendant les vacances, pas pendant les week-ends, pas la nuit. Les autres pays, ils se moquent de nous. La France, le pays des grèves, le pays des manifestations. On est un pays de gens foutres, de ramollis, de paresseux. Et pourtant, ils manifestent. Comment ça? Eh bien, ils prennent le bus, le train pour venir manifester. Ah oui, ça, pour manifester. Mais la majorité des grévistes, après tout, ce sont des gens qui restent chez eux et ne travaillent pas. Et avant même que vous n'ayez pu en placer une, ils s'élancent. Prenez les États-Unis par exemple, le droit de grève y est interdit, c'est travail ou crève. Un postillon s'échappe de sa bouche et disparaît quelque part sur la banquette arrière. Et ils ne sont pas devenus le pays le plus puissant du monde en faisant la grève. Il a un rire mauvais. Son carnet disparaît entre ses doigts et il se met à rédiger. Grève, manifestation, protestation, pendant que les entrepreneurs et les industriels se démènent. Le français devrait avoir honte, se regarder dans le miroir, décider
et changer, et bouger. Ils attendent trop du monde. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière. Il reprend son souffle. De l'écume semble s'être formée au coin de sa bouche. Pendant ce temps, le monde avance. Quand les grévistes se tournent les pouces, les travailleurs, eux, travaillent. Non, se démènent, ça sera mieux. Manifestation idiote. C'est la chose la plus française. Et la plus idiote. Les yeux dans les yeux, il faut lui dire au peuple. La rue ne lui appartient pas. La rue n'est pas une arme. Il lève soudain la tête vers vous. Regard vague, teint livide. Tout va bien? Le regard de votre client semble se perdre dans le vide, comme s'il regardait par-delà le pare-brise. Je viens de me souvenir que j'ai manifesté par le passé. Ça me revient comme un vieux souvenir d'enfance. Je revois la marche, depuis Versailles jusqu'à Paris. Je revois des banderoles et des chants et les visages des gens. Nous étions si nombreux. Nous nous levâmes aux aurores et, par milliers, nous marchâmes vers la capitale. Le chant des braves, la voix des purs. Quelque chose tremble dans sa voix. Vous manifestiez pourquoi? C'était un cri du cœur pour défendre le droit à un enseignement religieux de qualité dans une France alors écrasée par le socialisme. Nous faisions face à une purge idéologique, un rabattement total des cartes, la fin des écoles religieuses, la mort de notre culture. Sa voix vibre. Vous avez gagné? Oui, nous avons gagné. Donc, manifester c'est bien. Il baisse le front, comme si sa tête pesait trop lourd. Nous n'étions pas entendus. Nous n'étions pas respectés. Peut-être que vous avez raison. Un doigt levé interrompt la discussion. Mais nous n'avons pas fait grève. Nous n'avons emmerdé personne avec nos banderoles et nos rassemblements. Et pourtant, nous avons gagné. Il pousse un soupir de contentement, alors que vous garez le taxi contre le trottoir. C'était le bon temps. C'était une belle époque. La gauche au pouvoir. Et il se penche vers vous, comme une confidence, un sourire mauvais sur le visage. Et je parle de la vraie gauche, hein? Il vous règle et sort du véhicule. Vous l'entendez se parler à lui-même, alors qu'il marche vers l'entrée de son immeuble. Quelle belle soirée! Bon courage à vous demain! Avec toutes ces manifestations, ça risque d'être compliqué. Il est parti avant que vous ayez pu lui rappeler que vous ne travaillez que le soir. J'aperçois alors sur la banquette arrière un journal laissé par ce dernier passager. Ou peut-être était-ce avant? Je l'attrape et je le range. Ça peut toujours servir. Je démarre. Aucun pourboire, évidemment. C'est un gars de droite. Bon, j'ai mal commencé, je l'avais mis au vouvoiement au lieu de faire à la première personne. Bien. Petite histoire. Pour l'ambiance. Et nous avons récupéré le journal Le Monde, hein, probablement. Alors nous allons lire le journal en espérant avoir des infos sur l'affaire. Je tire le journal de ma boîte à gants et je parcours. Mon œil finit par être attiré par quelque chose.
Il s'agit d'une photo de l'équipe de France de foot. Elle vient de remporter un match contre l'équipe du Vanuatu. Je ne sais pas où se trouve le Vanuatu. Je tourne la page et je m'arrête. J'ai lu un tiers du journal. Je continue. Quelques pages de plus et je m'arrête subitement. Il s'agit d'un papier assez détaillé sur le fameux Police Leaks. Qui, comment et pourquoi des données confidentielles se sont retrouvées dans la nature. La justice s'intéresse à des policiers corrompus, violents, qui ont dépassé les bornes. Des associations applaudissent cette transparence. Pourtant, au fur et à mesure de la lecture, j'ai l'impression que le journaliste désapprouve cette méthode. Il reste qu'un tiers du journal à parcourir. On va essayer. Je vais dans les dernières pages jusqu'à ce que le regard soit attiré par un article. C'est un texte plutôt enthousiasmant sur un bar, le Napo. Intrigué, je note l'info. Ce genre de choses, dans mon métier, ça peut toujours servir. Le Napo. Je ferme le journal, il finira à la poubelle. Si j'y pense, sinon il restera jusqu'à la fin des temps dans ma boîte à gants. Il n'y a pas grand monde. On va essayer cette personne. En espérant qu'elle aille pas vers le sud. Quartier latin. Bien, ça marche. Je gare le taxi devant un immeuble cossu. Quelques secondes passent, alors qu'une silhouette frêle sort de la grande porte en fer forgé et s'approche du véhicule. Un garçon, 10 ans tout au plus, s'installe sur la banquette arrière. Tu vas où comme ça? Je vais à la messe. Paroisse Saint-Julien-du-Pauvre. Sérieux, déterminé, il me fixe dans le rétroviseur. Je démarre. Sa détermination vacille. Vous savez où c'est? Je souris. T'inquiète pas, je sais où c'est. T'es pas un peu jeune pour aller à la messe si tôt le matin? Pas de réponse. Tu vas souvent à la messe à cette heure-là? Pas vraiment, mais c'est la meilleure messe. Tu la conseilles? Le garçon sortit sur son siège. Bah, selon les sites internet où j'ai regardé, c'est la meilleure messe. Tu n'y es jamais allé? Non, pas encore. Mais je voulais aller à la meilleure messe, alors j'ai cherché sur internet et... Je le sens mal à l'aise, hein. Il paraît de plus en plus nerveux. C'est pour ma mère. Il baisse les yeux. Elle est malade. Elle pleure tout le temps depuis que mon père est mort. Il me fixe dans le rétroviseur. Il a attrapé un cancer super rare. Il a perdu plein de poids. Il voulait pas que je vienne le voir à l'hôpital. Ma mère, elle aimait bien l'église avant. Je voulais juste pas y aller. Elle m'obligeait jamais. Maintenant, elle refuse d'y aller avec moi. Elle dit qu'elle comprend pas pourquoi Dieu il a fait ça. Alors j'ai regardé les meilleures messes à Paris pour aller demander à Dieu. Si Internet dit que c'est la meilleure, je crois que cette messe est en grec et c'est pour ça qu'elle est la meilleure. Je sais pas trop pourquoi. Ça veut dire que Dieu parle grec? Aucune idée. Je sais pas pourquoi, je croyais que les chauffeurs des taxis savaient tout. Sur la ville où ils bossent peut-être? Mais Dieu... Ah, pardon. Sur la ville où ils bossent peut-être, mais Dieu... Je gare le taxi devant l'église. Merci, monsieur. Je dois me dépasser. Dépêchez, ça va commencer. Bonne chance là-dedans. Il sourit. Sa main ouvre difficilement la porte du taxi. Je sais pas trop si j'ai besoin de chance. Je vais prier. Je crois que ça a rien à voir avec la chance. Je l'observe sortir du véhicule et marcher jusqu'à l'église. Il rentre tout seul, d'un pas décidé.
Quelques rares paroissiens sont de sortie. Oh, c'est mignon, il m'a donné un petit pourboire. C'est très gentil de sa part. Ah! Un suspect. Est-ce que c'est celui qu'on a eu hier? Je ne me souviens pas. C'est un suspect de type suspect ou ah, on en a un autre en bas? Mais je me souviens plus si celui-là c'est pas le clochard. Il y a un chien là. Je suis curieux. Le clochard ou le chien? Bon, on va voir. Allez. Crookie. Crookie va vers le nord-ouest. J'accepte, c'est bien payé. Je gare le taxi sur le trottoir et j'attends mon client. Au bout d'une minute ou deux, voyant personne arriver, je sors fumer une cigarette dehors. La vie semble calme dans cette petite cité de banlieue. Quelques appartements sont encore allumés. Une odeur sucrée emplit l'air. Je finis par écraser ma cigarette au sol et je rentre dans le véhicule. Je sursaute. Un chat s'est glissé dans le taxi. Il se tient sur la banquette arrière et me fixe. Un instant passe et je pense à le faire fuir. Mais au moment de lever ma main, il fait un mouvement et un bout de papier s'échappe de son collier. Je récupère le papier, je le déplie. Un bout de carte de Paris. La gare Saint-Lazare. Je lève lentement les yeux sur le chat. Il semble attendre ma réponse. Tu, tu vas quelque part? Le chat penche la tête et semble me dire que oui. Tu, tu vas à Saint-Lazare? Même réponse. Et est-ce que tu es un chien? Le chat hoche lentement la tête. C'est un non. Je serre le volant entre mes mains. Ça va pas du tout. Je me tourne vers le chat. Allez, je t'emmène. Très bien. Comme pour équilibrer la discussion, je commence à me parler à voix basse. C'est normal, tout à fait normal. Je démarre, non sans lancer un regard au chat derrière moi. C'est toi qui as réservé le taxi? Je commence à rire. Quelques minutes passent et je cherche à briser la glace. Et puis, il faudra sans doute des questions simples. Ça va? Ni oui ni non. Plutôt un petit miaulement plaintif. Tu fuis quelque chose? Le chat pousse un lion miaulement plaintif. Un autre chat? Ton maître? Un nouveau? Un long miaulement. Je hoche la tête. C'est quoi ton histoire avec cette personne? C'est un homme? Pas de réponse. Une femme? Elle est méchante avec toi? Le chat semble comme hésitant. Elle a d'autres chats? Le chat vous lance un regard plein d'incompréhension. Non, c'est pas ça, hein. T'es du genre indépendant et solitaire, hein. Elle est trop collante? Le chat vous lance plusieurs mollements au visage. Touché, hein? C'est ça, elle te colle trop? Et c'est pour ça que tu te barres? Le chat vous fixe. Vous êtes sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Il faut faire attention aux gens comme ça. Ils vous étouffent avant que vous vous en rendiez compte. Ouais. Enfin, toi, tu t'es enfui. Je vois pas mal des gens comme toi. Je m'arrête. Enfin, t'es un chat. Juste un chat. Je lève les yeux au ciel. Derrière moi, le chat pousse un petit miaulement, comme pour me rassurer.
Tout ce que je veux dire, c'est que... Bah, on sait pas, on sait pas qu'on vit dans une cage. On préfère oublier. Ou bien on s'en rend jamais compte. Je fixe le chat. Je suis pas bien quand même. Je suis en train de... Je pointe du doigt une lumière au loin. C'est Saint-Lazare. On est bientôt arrivé. Quelques mètres plus loin, je m'arrête aux dépose minutes de la gare. Le premier train ne part pas avant 1 heure. Tu vas où comme ça? Le chat me fixe sans faire le moindre bruit. Alors laisse-moi deviner. Saint-Lazare. Si tu avais voulu aller en banlieue parisienne, t'aurais pas eu besoin de revenir en ville. Donc plutôt le nord-ouest. La Normandie? Quelque part, au bord de la mer, hein? Le chat m'observe et miaule. Un coup sec. Probablement un oui. Un oui affamé. Pour le poisson, j'imagine. Je regarde l'heure sur le tableau de bord. Il est l'heure de partir, de trouver un vrai client. Je tente de pas trop penser à la situation actuelle. Et j'espère que personne ne me voit en train de parler à un chat. J'ai qu'à juste dire des villes, et puis tu miaules quand j'ai trouvé. Je commence à énumérer les villes en Normandie. Rouen, Le Havre, Yvetot, le chat ne bouge pas. Cherbourg, le chat redresse la tête. C'est Cherbourg. On n'est pas loin. Saint-Malo? Aucune réponse. Non, Saint-Malo, c'est en Bretagne. Ah, je sais. Deauville. Miaulement de joie. Je souris. Une vague de fatigue s'abat sur moi. Bon, allez, c'est l'heure des adieux. Je sors du taxi et j'ouvre la porte à l'arrière. Un billet est apparu à côté du chat. Ça devrait couvrir la course. Et plus encore. Eh bien, tu es plein de surprises. Je ne vais pas te demander d'où ça vient. Je souris et je me penche vers le chat pour le caresser. Il bondit hors de la voiture, passe entre mes jambes. J'aperçois sa silhouette grimper les marches et se faufiler entre les barreaux d'une grille. Je reviens dans la voiture. J'attrape mon regard dans le rétroviseur. La fatigue alourdit mes traits. Ma paupière droite tremble légèrement. Au moment de démarrer, je me rappelle que je suis allergique aux chats. Mais je n'ai pas éternué une seule fois. Je quitte la gare Saint-Lazare. J'ai eu un pourboire de 5 centimes. C'est quand même très fort. Bien, et pour l'instant on se rapproche pas. Allez, on va essayer. Ou très peu. Non, je veux pas, c'est très loin. Ivry, la vache, c'est loin. Ça rapporte. Ça rapporte, mais j'aurai pas le temps de... Désolé, je dois aller faire une enquête. On verra ensuite. Alors, je me gare à quelques rues de l'ambassade d'Argentine, là où m'attend mon contact. Je soupire, l'idée d'avoir un contact me paraît étrange, exagéré. C'est un partenaire de poker d'un de mes clients réguliers et l'un des gardiens de nuit de l'ambassade. Je sors du taxi, je marche vers les grilles du bâtiment. Style propre, début du 20e peut-être, chargé en fer forgé. Les grilles s'ouvrent et une silhouette s'approche de moi. Elle me fait signe de la suivre. Son visage est masqué par un hoodie trop large. Mon cœur s'accélère. Et si c'était le juge? Je la suis. Je pénètre dans une petite ruelle couverte, sans doute l'accès à un parking. L'homme se retourne et allume une cigarette. Le briquet illumine un instant son visage. Jeune homme aux cheveux frisés, peau claire. Il a l'air jeune, très jeune. C'est 250 euros. Pour les infos? Ouais, pour les infos.
Il y a un petit ricanement étrange, très guttural. Tu pensais que c'était pourquoi? Un rendez-vous? Tu veux des infos sur Gorodisher? J'ai des infos sur Gorodisher. C'est 250 euros. Alors? Euh... Je peux pas me permettre 250. Il lève les deux mains devant son torse. Son accent ressort davantage. Non, non. C'est 250 euros ou rien. S'ils apprennent que j'ai fouillé, je me fais virer sur les champs. Bon bah, ok. Ça fait très mal. Pour ce prix-là, j'espère que les infos seront bonnes. Je le paye. Écoute bien, parce que je vais pas le répéter. Gorodisher est bel et bien un colonel de junte, l'un des rares à ne pas avoir été arrêté et jugé. Il a torturé lui-même des dizaines d'opposants politiques. Torturé et tué. Tu sais, ici on l'aime pas. Mais les Argentins riches de Paris l'adorent. Ils le respectent même. Merci. Pas de problème. Il me lance un dernier regard. Il y a une dernière chose. J'ai vu dans le journal que le tueur avait écrit des mots à la craie. Temps écoulé, c'était un slogan à la fin de la junte. Un mot d'ordre, quoi, des opposants. Ça veut dire que l'heure a sonné pour eux. Tu comprends? Je hoche la tête. Un instant plus tard, je suis de retour dans le taxi, soudain beaucoup moins riche, mais muni de nouvelles informations sur une des victimes. En remontant cette piste, peut-être que j'y verrai plus clair dans mon enquête. Je démarre et je retourne à mon service. Allez, le plus proche. C'est loin, mais j'espère que ce sera rentable. Je me gare contre le trottoir et j'attends ma cliente. C'est une habituée que je n'ai pas vue depuis quelque temps. Myrtille. Elle sort d'une ruelle, un énorme cabas à la main, et entre dans le taxi. Ah bah salut toi! Je savais pas si t'avais reçu mon message. Sa voix grince et craque comme une vieille crécelle qu'on a trop fait tourner. Myrtille vit dans la rue depuis 3 ans. J'ai suivi son triste voyage, ses échecs sentimentaux, son addiction à des jeux à gratter, ses 2 premières incarcérations. J'ai eu de la chance. On m'a tendu la main, on m'a aidé. Pas elle. Bon, tu démarres, ouais? Pardon, j'étais perdu dans mes pensées. On va où? Au centre d'hébergement de Montreuil, stop. Tour de clé, le moteur s'emballe. Ah, fait bon d'être au chaud, putain de merde. D'ailleurs, en parlant de chaud, c'est compliqué en ce moment quand t'es fric. Tu vois le genre? Myrtille, tu sais que c'est gratuit pour toi. Elle lève la main, bombe la poitrine. Non, non, je suis une cliente comme une autre. Sa voix est râpeuse, tellement qu'elle pourrait arracher du papier peint. Je te propose un deal. Une affaire, quoi. Je t'écoute. J'ai une énigme pour toi. Si tu trouves la solution, je te paye, ok? Je hoche la tête. Ok. T'écoutes? T'es prêt? Ouais, vas-y. Je n'existe que si je ne suis pas partagé. Elle s'arrête. C'est tout? Bah ouais, c'est tout, je vais pas te pondre un roman. Elle reprend, la voix toujours aussi éreintée. J'existe que si je suis pas partagé. Alors? Non, je vais chercher la bonne réponse. Elle veut un deal, on va faire le deal. Alors, quelque chose qui se détruit ou meurt si on le partage.
Un bon repas. Un mensonge, c'est pas mal ça, un mensonge. Je marmonne un instant. La liberté? La passagère avance un peu sur le fauteuil. Elle espère entendre ce que je dis. Elle est bien ton énigme, Myrtille. Ça te plaît? Beaucoup. Alors, tu dis quoi? Je n'existe que si je suis pas partagé. Qui suis-je? Pour moi, c'est un secret, hein, ça paraît évident. Le client m'observe une seconde. T'es doué, mon gars! J'entends une pointe de déception dans sa voix. Un secret, si tu le partages, c'est plus un secret, voilà. Elle hoche la tête. Et laisse-moi te dire que j'ai payé le prix fort à cause de ça, beau gosse. Toutes ces putes dehors là, toutes ces salopes qui faisaient les choquer en apprenant que je perdais mon mec, mon appart, ma vie. Elles ont fait quoi, hein? Eh ben, elles ont cafeté, elles ont tout dit, à tout le monde. Il n'y avait plus aucun secret. Et du coup, je trouvais plus de taf. J'ai tout perdu. Une pause. Ma passagère jette un œil dehors, visiblement encore furieuse. Lorsqu'elle reprend la parole plusieurs minutes plus tard, elle a la voix qui tremble. Ça, c'était avant. Je leur ai pardonné à ces pétasses. C'est ça que j'ai appris dehors. Le pardon. Quelques instants plus tard, j'arrive au centre d'hébergement où Myrtille va passer la nuit. Bon bah, comme t'as trouvé mon énigme, elle se met à fouiller dans son sac, très lentement, à la recherche d'argent. Je sens qu'elle espère que je ferai quand même un geste. C'est ma vie que je défends là pendant les quelques jours qui viennent. Au bout d'une longue minute, elle me tend de quoi payer la course. Merci. De rien, mon gars. J'entends le froid dans sa voix. Bon allez, je file. À bientôt, beau gosse. Un clin d'œil, et elle sort du taxi, entraînant derrière elle son cabas. Elle se faufile entre les quelques sans-abri qui attendent devant le centre. Il ne devrait plus tarder à ouvrir. Je repars. Alors, on est en facile, donc on n'a pas perdu beaucoup de temps. Par contre, j'ai perdu quelques décibels de ma voix. On continue. Carlo Cerutti. La vache, c'est loin, mais ça rapporte. Le client qui entre dans le taxi est bourré. Il trébuche à moitié en s'installant sur la banquette arrière. Laisse un bout de sa veste coincé dans la portière, qu'il claque 10 fois trop fort. Toute la rue l'a entendu. Il tente de garder son sérieux en me donnant son adresse. Je démarre, mais je ne le quitte pas des yeux. On ne sait jamais. Mon client agite la tête. Ses yeux roulent. Il sonde ses poches à la recherche de son téléphone. En vain. Dites, mon pote, vous n'auriez pas vu mon téléphone par hasard? Quel téléphone? Celui que je... Il jette un œil autour de lui. Quel con, je l'ai perdu avant. Ailleurs, au bar. Il commence à murmurer. Ou ailleurs. Sa voix diminue encore d'un cran. Ou au bar.
Une pause durant laquelle il tente de se souvenir de quelque chose. Lorsqu'il reprend la parole, c'est pour geindre. Elle va me tuer! Un virage le fait glisser vers la portière. Il percute violemment la vitre. Ah putain, ça fait mal, sérieux. Ça va? Ouais, non, c'est que ma femme, elle m'a dit de rentrer tôt. Elle m'a fait jurer, promettre, tout ça. Elle vient d'avoir un bébé. Il se reprend. Je viens d'avoir un bébé. Mais elle l'a porté, quoi. On l'a pas trouvé dans la rue. Il a un petit sourire alors qu'il contemple l'idée. C'est un petit bébé trop mignon. Mais j'en peux plus de passer mes nuits à lui torcher le cul. Donc, quand mes collègues m'ont proposé de venir avec eux, eh ben, je suis venu. Enfin, j'y suis allé, quoi. Il hoche la tête, dégoûté. Ah, faut m'aider. J'ai besoin de préparer un alibi. Un alibi? Il hoche la tête, sûr de lui. Ouais, un alibi, expliquer où j'étais ce soir, ce que j'ai fait. Histoire que ma femme me défonce pas. Allez, sérieux, faut m'aider là. Pourquoi pas, très bien. Sérieux? Il éclate de rire, tente de taper dans ses mains, se rate. Oh putain, trop cool! Alors, d'abord, faut qu'on commence par... ouais, par... euh, hey! Ouais, ouais, je suis là. La question centrale de cette affaire est... Pourquoi n'ai-je pas appelé ma femme? On devrait commencer par ça. Pourquoi pas une urgence? Je bosse dans le cinéma. La production de films, ça va pas le faire. Euh, 5 ans d'études, une thèse de 250 pages sur un réalisateur soviétique. Et maintenant, je m'occupe des autorisations de tournage pour les gros blockbusters américains. Il n'y a jamais d'urgence. Rien de ce que je fais n'a d'importance. Pourquoi j'ai pas appelé ma femme? Vous n'aviez pas votre téléphone? Ouais, mais je l'ai perdu après avoir... Ah mais oui, oui. Elle est pas censée savoir que je l'ai perdu après avoir commencé à boire des coups. Vous êtes un génie, l'ami. Il frappe dans ses mains. Bon, ok. Je l'ai perdu comment, ce téléphone? Volé. Il regarde un instant et tape dans ses mains. Ouais, je me suis fait voler mon téléphone. Genre, j'ai posé sur la table au bistrot et hop, disparu. C'est lui déjà arrivé. Elle va pas me faire chier avec ça. Bon, on est bon pour le téléphone. Mais maintenant, faut que j'explique pourquoi j'ai pas appelé quand même. Et elle sait que j'ai son numéro, hein. Je dors pas, je te jure. Je réfléchis. Il ouvre la bouche, lâche un petit rot. Bah, faut que je t'explique. Que je suis sorti avec mes collègues et j'ai pas pu l'appeler. Il ouvre les yeux d'un coup, reconnaît la rue. Oh merde, on n'est pas loin déjà, et merde, vite, vite, vite. Ah, je sais. Un truc ouf m'est arrivé au bar. Comme ça, il comprend que c'était pas de ma faute, quoi. J'avais pas le choix. Oh putain, je sais. Il exulte, bave à moitié. J'ai rencontré quelqu'un de connu dans un bar et on a bu des coups. C'était dingue, ma chérie, dingue. Mais
Mais qui? Un sportif ou une star, je suis pas sûr que ça marcherait. Vaut mieux que ce soit un ami. Il est immédiatement convaincu. Parfait, nickel, je sais exactement qui choisir. Damien. Il secoue la tête énergiquement. Ah non, Damien il bosse au marketing. Daniel. On était à la fac ensemble. Je l'ai pas vu depuis des années. Je crois qu'il est devenu apiculteur. Le mec qui fait du miel et des abeilles. Ouais, c'est ça. Apiculteur. Il est devenu apiculteur, mon pote. Je cache mon sourire. Ouais, je vais pas dire que j'ai croisé Daniel et qu'on a passé la soirée à parler parce que c'était mon super pote et tout. Je vais dire ça. Elle va bien kiffer ça. Elle me dit toujours que mes potes sont des soulards, mais Daniel, lui, c'est un vrai. Un vrai de vrai. Et il fait des abeilles bio. Ma femme, elle va kiffer ça. Bon, donc, ça, c'est bon. J'ai l'excuse pour le téléphone. Je l'excuse pour avoir été occupé toute la soirée. Maintenant, il me faut une excuse pour rentrer aussi tard. Ça suffit pas? Non, mon pote, non, non, non. Il me faut un truc béton, quoi. Un truc qui cloue le mensonge, mon pote. Un mensonge à ta femme, c'est comme un tour de magie. Faut pas juste scier la boîte avec la meuf. Faut aussi que tu fasses tourner la boîte sur elle-même. Faut que la meuf, elle se marre, quoi. Genre, lol, trop drôle, je suis coupé en deux, je secoue mes pieds. Ses paupières se ferment. Il me faut un truc fort pour finir. Truc, genre... un truc bien genre, quoi. Il semble s'être endormi. Trop cliché. Pourquoi pas. Ses yeux s'ouvrent d'un coup. Mon pote, t'es un dieu. Il s'appuie sur la portière et avec nonchalance commence son petit discours imaginaire à sa femme. Je te jure, c'était terrifiant. Terrifiant. Je rentre à pied parce qu'il n'y a plus de métro. Et là, j'entends des pas qui résonnent derrière moi. C'est comme s'il m'imitait. Je me retourne et je vois une silhouette disparaître dans une ruelle. Avec ce tueur en série dans les parages, forcément j'ai peur. J'accélère le pas, j'entends plus rien. J'arrive en bas de l'immeuble et au moment d'ouvrir la porte, j'entends comme un souffle rauque sur ma nuque. J'ai sauté dans le hall d'Ancier et j'ai poussé la porte d'un coup. Tu sais, ma chérie, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était toi et le bébé. J'ai tellement eu peur. Et là, je l'enlace. T'as vu ça, mon pote? Quel putain de scénariste je fais. Et ma femme, elle va me filer une palme d'or tellement je vais être bon. Il mime le son d'une foule en délire. Ouais. Et la palme d'or revient à Carlos Ceruti pour son mensonge inventé avec un chauffeur de taxi trop sympa. Sa voix baisse d'un ton, il devient le commentateur de la cérémonie. C'est le 10e bobard de Carlos cette année, mais c'est sans doute le plus beau, le plus parfait. Elle va gober ça comme qui rigole. Il se tape la cuisse. Je dis rien. Tout commence par une scène d'ouverture poignante, déjà culte. Notre héros se fait voler son téléphone en le laissant traîner sur la table de la terrasse d'un bistrot. Ah, terrible erreur que tout Parisien sait normalement éviter.
Incapable de communiquer avec sa femme, il aurait dû, en temps normal, rentrer chez lui. Mais voilà, c'était sans compter sur une rencontre incroyable. Votre client lève 3 doigts dans les airs. Le genre de rencontre qu'on ne fait pas 2 fois dans une vie. Daniel. Mais si, rappelez-vous, un vieil ami devenu apiculteur. Sourire en coin, votre client semble heureux. Ah, la nuit file à toute allure quand il faut rattraper le temps perdu. Quand votre héros reprend conscience de l'heure, il est tard, très tard. Il se dépêche de rentrer, rate le dernier métro et le voilà poursuivi par une silhouette mystérieuse. Notre héros en est sûr, quelqu'un l'a suivi et lui voulait du mal. Sur la banquette arrière, votre client fait mine de frissonner. Il reprend sa voix normale. Écoute, mon pote, c'est pas mal du tout. Je pense qu'elle va marcher. Il éclate de rire. C'est typiquement le genre de truc qui m'arrive en plus. Il me tape sur l'épaule. Je suis juste à côté de la destination. Le sourire sur le visage de mon client m'agace. Je gare le véhicule devant le domicile. Mais je ne dis rien. Je gare le taxi. Il me paye et ouvre la portière. Mon pote, merci pour tout. J'y serais pas arrivé tout seul. Merci. Il s'éloigne, titubant encore un peu. La porte de son immeuble s'ouvre et se ferme. Je redémarre. Voilà, un bon pourboire. Ouais, cette nuit-ci, je joue un peu les salauds. Mais c'est parce que j'ai perdu beaucoup de sous pour avoir des infos. La pompe à essence est à moitié vide. On va pouvoir rentrer. Et ben on va faire le plein avant de rentrer. On n'en profitera pas pour acheter le journal vu qu'on l'a déjà lu. J'arrive à la station-service. Pas un chat. Les néons me brûlent les yeux et une odeur d'urine s'échappe du recoin entre les pompes. Ici, c'est self-service et on paye directement à la pompe. La boutique là-bas, elle doit vendre des journaux. La personne voit et entend sans doute des choses. Ça pourrait valoir la peine de poser quelques questions. Effectivement, on peut essayer ça. Je sors du taxi. Le froid me saisit et m'agresse. Ouais, ça a coûté encore plus cher. Allez, à fond. Aïe, 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 aïe. Oh, les finances vont être au plus bas. C'est sale. J'entre dans la boutique. Le mec qui tient la boutique dégage une légère odeur de friture. Ouais. On va discuter. Dites, quelqu'un comme vous qui passe les nuits ici, vous devez savoir quelque chose sur ce tueur, non? Il lève la tête, presque heureux que le sujet soit abordé. D'accord, bon, on a des infos. Est-ce qu'on essaye? On va essayer cache, cache, cache. Waouh, bah dis donc, c'est GG. Eh ben on va s'arrêter à 150 piles. On sort. Le type derrière le comptoir m'adresse à peine un regard quand je sors. Je remonte dans mon taxi et je démarre. Il n'y a plus qu'à rentrer chez nous. Ah, mais non. D'accord, là il y a un petit bug de clic. On a compris. On a compris. On repart. Oh, ah oui, mais c'est encore le clochard. Bon, on peut finir par lui. Après tout, c'est un suspect. Vu qu'il est à proximité, ce serait dommage de ne pas en profiter. La nuit suivante, on fera peut-être moins le salaud, mais on essaiera de gagner plus de sous.
Allez, Hervé Graillou. La portière s'ouvre sur Hervé. Il me lance un salut, toujours accompagné par cet étrange tic verbal. On se l'écaille, aïe! Bonsoir, Hervé. Je démarre. Hervé semble aujourd'hui plutôt satisfait. Dans le rétro, je l'observe se passer la langue sur les lèvres, comme s'il préparait un bon repas. Il accroche mon regard et me sourit. Désolé, je suis un peu dans la lune aujourd'hui. Je vois ça. C'est que j'ai eu une sale semaine, tu sais. Vraiment, une sale semaine. Et puis hier, il s'arrête comme si le souvenir qu'il voulait évoquer était trop bon, trop heureux pour lui. Les rides qu'il a au coin des yeux et qui révèlent son véritable âge se plissent légèrement. Hervé a un petit rire. Sérieusement, je crois pas en Dieu, tu sais. Je crois pas en toutes ces conneries, Ri. Ça n'a aucun sens. Un type dans le ciel avec une barbe, jamais pigé ce que les gens lui trouvaient. De toute façon, Dieu, personne n'y croit dans la rue. Ses yeux se plissent à nouveau. Je veux dire, on y croit quand faut manger à la soupe à l'église. Ouais, là, ok, on y croit. Il montre ses dents, son rire est brutal, un peu sec. Une pause. Et donc, hier? Hier? Il m'observe. Ses yeux s'illuminent d'un coup. Ah ouais, hier! Il se met à parler plus vite, sans s'arrêter. Je crevais la dalle, mec. J'en pouvais plus. On avait toutes les poubelles du coin avec Tony. Toby, c'est un Allemand qui vit ici aussi. Il préfère la France. Il dit qu'il en est plus généreux. Donc je crevais la dalle. Ses yeux sont vus. Sa voix se ralentit. Hervé semble soudain bien loin. Une longue pause. Ça va, Hervé? Il revient brutalement à lui. Ouais, je disais... Je disais que... Ouais, j'avais les crocs. Je m'étais mis devant le supermarché rue César Rémusat. Quartier chic, mais pas trop, pas de flics. Il me lance un clin d'œil. Toujours à plus, ça. Et là, il y a un type que je vois parfois, un jeune mec, genre un ado au dos. Il sort du supermarché avec des courses. Et avant même que je dise quoi que ce soit, il me tend une boîte de cassoulet, mon gars. Une boîte de cassoulet de la taille d'un pneu. Le visage d'Hervé s'illumine. Je savais même pas qu'ils en faisaient des aussi gros. Hervé éclate de rire et son regard se perd encore dehors. C'était bon. Délicieux, cieux. Il ferme les yeux. Ses doigts papillonnent autour de sa tête. J'adore quand la saucisse du cassoulet est toute molle et se te fond dans la bouche. Même pas besoin de la réchauffer. Un sourire apparaît sur son visage. De la purée de viande. Il rouvre les yeux et quelque chose attire son regard dehors. Hervé me tape soudain sur l'épaule. Attends, je vais descendre ici si ça te dérange pas. Je garde le taxi dès que j'ai trouvé un emplacement. Merci, mec. Il regarde par la fenêtre. Je crois que c'est lui. Qui, lui? Rien. Sans un mot de plus, il ouvre la porte et sort. Cette fois, je le chope. L'instant d'après, il s'est volatilisé dans une ruelle sombre. On va attendre un instant parce que ça a l'air louche. Je tente de percer l'obscurité de la petite rue, mais je ne vois rien. Et puis, quelque chose bouge au loin. Une forme. Sans doute Hervé, qui se met à courir. Passe brièvement sous un lampadaire. C'est Hervé, avec quelque chose à la main. Il disparaît aussitôt. Un instant passe et puis... J'allume le contact et je quitte ma place de stationnement. Bon, bah voilà, un coup pour rien. Normalement, c'est la fin de la journée. Voilà, c'est ça. J'ai rencontré François de la Néré. J'ai rencontré Alaric Petit-Jean. Ouh, ça coûte cher. Et l'enquête 250, hein. J'ai rencontré Crookie. Ah oui, je le voyais pas comme ça. J'ai conduit Crookie jusqu'à la gare. Et je m'en sors plutôt bien, hein. Le solde actuel, j'ai perdu que 100 euros. J'ai rencontré Myrtille. Je m'en sors plutôt bien, hein. Vu les dépenses que j'ai eues, j'ai bien amorti le coup.
Sur le pas de la porte, derrière un tuyau de canalisation, j'aperçois une enveloppe. Épaisse, lourde, sur le papier écrit avec un large feutre noir, je déchiffre mon nom. Mon véritable nom. Je respire et j'entre dans mon studio. Dans l'enveloppe, des documents supplémentaires, comme promis par Busset. Ok, alors là on a masse d'indices. J'observe ma table. J'ai du travail ce soir. La voisine tire la chasse d'eau. Je suis du coin de l'œil les vibrations de la tuyauterie. Je retire mes chaussures et je me mets au travail. Alors, on a une photo de la scène de crime 4. Rapport de police, rapport de police, rapport de police. Je sens que je vais pas avoir le temps de tous les regarder. Alors là, on a Bougrain, Bergon, Simon Florentin. Écoute, on va essayer la victime 2. Pas assez de temps, pas assez de temps. On verra le lendemain. On a découvert 2 lieux grâce à ce qu'on avait lu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là, sur la victime 4, aucun signe de violence. Là, la victime 2, sans caméra de surveillance. Ça, c'est quoi? C'est un peu le bazar, là. Ah, victime 4. Victime 4. Victime 4 aussi. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est coupable. Enfin, qui est coupable. Qui est suspecté, là, pour 3 différents. La douille, personne particulièrement. La taille du tueur, ça vaut pour tout le monde, donc je vais la mettre là parce que ça vaut pour tout le monde. Oui, d'ailleurs, vraiment pour tout le monde. Donc lui, le tueur connaissait la victime ou a fait des recherches. La victime 2 a eu un portefeuille volé. Tiens, Hervé qu'on a vu. Donc là, les victimes étaient riches, donc ça pourrait être lui. Portefeuille a été volé sur le 2, ça pourrait être lui. Mérité. Ah là, ils sont 2. Pourquoi mérité? À cause du ricodin. Sur la scène de crime 2, la victime, c'était Charles Bougrain, des années 90. Mais il faut pas oublier, on n'est pas censé faire l'enquête, on est censé trouver des pistes. Un maximum de pistes. Donc, victime 3, pareil. Là, pour l'instant, c'est lui qui en a le plus. Là, on sait pas. On sait pas. S'il vous plaît, voilà, on sait pas. On sait pas. On sait pas. On sait pas. Victime 2, on sait pas non plus. Alors là, un pistolet rare, ça pourrait être lui. Victime 1, agressé sexuellement. Et lui, il travaillait pour des affaires d'abus sexuels. Et la justice, forcément, il travaillait pour la justice. Donc pour l'instant, de ce que j'ai compris du principe du jeu, si on s'arrêtait maintenant, il faudrait qu'on l'accuse elle. La dernière partie, c'était elle aussi sur laquelle j'avais le plus d'infos. Parce qu'à chaque fois on y disait la junte, la junte, la junte, la junte, on en parlait beaucoup. Donc, je sais pas. L'un d'entre eux m'a agressé. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Hein. Quand on essaye de savoir qui est le coupable, on essaie de savoir qui nous a agressé. C'est pas joyeux, joyeux. Bon, bah pour l'instant on a ça. Mais on a débloqué des endroits à visiter aussi en plus. Bien, donc on a 251 euros, pas dollars, euros, mais qu'on est à Paris. Et on a des indices. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. On verra ce qui se passera pour le jour numéro 3, la prochaine fois.
Je passe une main lourde sur mon visage fatigué. Je déplie lentement le lit et je m'allonge. La journée repasse dans ma tête. Les rues, les clients, les visages, les problèmes. Alors que mon cerveau tourne à plein régime, mon corps tire et me fait souffrir. Je sens qu'il a besoin de davantage de sommeil. Je jette un œil vers mon mur d'enquête. Mon enquête prend forme petit à petit. Qui aurait cru, hein? Si seulement Busset me laissait un peu plus de temps. Je secoue la tête, et mon esprit vagabonde un instant. Une seconde plus tard, je dors. Voilà, on s'arrête ici. Deuxième session, une session par nuit. J'allais dire par jour, mais c'est par nuit. Je vais essayer d'être un peu plus actif au niveau vidéo, voire sortir d'autres let's play en parallèle. Si vous avez apprécié, si vous voulez la suite, abonnez-vous et mettez la cloche pour avoir un rappel lorsque je sors une vidéo. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bonne journée!